immédiat peut libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une décision internationale. Il faudrait qu'à l'international constate la position du gouvernement. La récréation est terminée. Alors que les dossiers dits de bien mal acquis ne tournent pas comme l'espéraient et le voulaient les réseaux qui les ont montés, notamment le fait que la Guinée équatoriale a traîné Paris devant la Cour internationale de justice de La Haye, la CIJ donc au cours mondial, voilà que les mêmes manipulateurs, c'est-à-dire les Bourdons, Soros et compagnie, tentent d'ouvrir de nouveaux dossiers. Après la Suisse, voici le Canada. Et dans le viseur, une vingtaine de politiciens, hommes d'État et hauts gradés en Afrique, allant de membres de la famille Bongo au Gabon, à Sassou Nguesso au Congo, en passant par les proches autour d'Idriss Déby Itno au Tchad, notamment. William Bourdon, donc président des fondateurs de Sherpa, les accuse de s'être constitué un patrimoine immobilier à travers des opérations de blanchiment d'argent au Canada. Question, qu'est-ce qui explique le choix de certains chefs d'État au détriment des autres? Pourquoi les enquêtes dites de bien mal acquis ne sont convergées que vers les États africains? Et pourquoi cette focalisation sur les chefs d'État d'Afrique centrale notamment? N'y a-t-il pas dans cette démarche de Sherpa un programme de recolonisation du continent africain? La question est posée et c'est dans le cadre d'appel sur le continent. La récréation est terminée. Afrique Média veut libérer les nations. Vous êtes la seule chaîne libre dans le monde. C'est ce que vous nous dites en longueur de journée. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. C'est bien sûr cette grande émission, La Palabre intellectuelle, Appel sur le continent, édition du 6 mars de l'an de grâce 2018. Merci donc à tous de renouveler votre confiance en cette chaîne, la télévision panafricaine. Vous l'avez suivi, nous parlons de l'affaire dite des biens mal acquis, avec aujourd'hui le Tchad dans le viseur. Eh bien, que veulent les Occidentaux? On s'interroge et sur le plateau, nous aurons deux consultants. Un juriste qu'on ne présente plus puisqu'il est à l'international, Maître Jean de Dieu Momo, qu'on retrouvera dans quelques instants. Et bien sûr, membre de la société civile, le président de la GEPA, Linus Lorient Fogap. Et tout ceci, ce sera donc après cet élément que nous mettons pour planter le décor. Il s'agit donc de cet Africain géopoliticien qui s'exprime sur la question des biens mal acquis, François Ndengue. C'est très bien que ça vienne de la France. Et c'est très bien que ça vienne de la France parce que la France a une grande responsabilité dans tout ce qui se passe. Vous me parlez du Congo-Brazzaville et du pétrole. Depuis l'affaire Elf jusqu'à aujourd'hui, qui profite de tout cela? Même si on parle de 100 millions, on a fait les calculs. Vous savez que le Global Financial Integrity a publié un rapport il y a en novembre, en disant que de 70 jusqu'à 2000, l'Afrique a perdu près de 1,8 milliard de dollars. Et par des évasions, et par des opérations des entreprises pétrolières qui font des prix de transfert et qui ne payent pas l'impôt et qui exploitent l'Afrique depuis. La France a signé le 5 novembre dernier, il y a quelques jours, un accord avec la Chine de livraison de 20 000 tonnes d'uranium. Cet uranium viendra d'où? Donc on ne peut pas toujours jeter l'opprobre sur les dirigeants africains et ne pas voir les entreprises françaises, les entreprises européennes, les entreprises américaines qui tirent le plus gros du bénéfice. Et en plus, ici, ils sont je trouve que les dirigeants africains ont de très mauvais avocats. Parce que la cause n'est pas très difficile à défendre. Il ne viendra jamais à l'esprit d'un Français de laisser un président de la République française être traîné par un tribunal, je ne sais pas, à Abidjan ou à truc. Et il y a là, la transparence, ce n'est pas le lieu de transparence ici, d'agir. Je ne partage pas bien évidemment votre opinion. Ce n'est pas le lieu. Attendez, laissez-moi terminer une seconde. Transparency est une organisation qui vaut ce qu'elle vaut. Elle a été surtout célèbre par un certain classement de pays soi-disant corrompus sur des méthodes qui ne sont pas du tout scientifiques et qui ont été dénoncées, y compris par l'un des fondateurs de Transparency qui s'appelle l'ancien ministre néerlandais, M. Michel van Hulten, que je connais très bien, et qui connaît que les méthodes
vous allez voir le classement. C'est même une méthode d'intimidation vis-à-vis des dirigeants africains. Parce que tous les dirigeants africains... Je crois que là, on s'égare du sujet. Non, nous restons sur la méthodologie de transparence. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, ce sont quand même le sujet des biens mal acquis. Mais les biens mal acquis, qu'est-ce que ça veut dire mal acquis? Je voudrais acquis à l'aide de fonds détournés. Détournés par qui? Lesquels fonds? Vous n'avez pas des preuves, madame. Non, c'est pour cela que nous souhaitons qu'il y ait une information. Que je vous dise des fonds détournés, la banque, vous savez, pendant l'affaire de la crise financière, la Société Générale, ici la BEAC, c'est-à-dire la Banque des États de l'Afrique centrale, a perdu 25 millions d'euros parce que la BEAC a placé de l'argent à la Société Générale. Et voilà un bien qui s'est envolé en fumée, près de 17 milliards de francs CFA. Et personne ne parle de cela. Voilà les vrais problèmes. Prenez-vous aux entreprises françaises qui exploitent ces richesses. Prenez-vous-en à Areva. Mais écoutez, si vous voulez avoir au fond, on ne peut pas faire le tri, puisque ce sont des questions économiques. Dans un système économique et un système politique qui existe depuis plus de 50 ans. Madame vient de parler du mot France-Afrique. Si vous voulez aller au fond de choses, la corruption n'est pas instituée en Afrique. La corruption est le produit d'un système. Et d'ailleurs même, si vous savez que... parce qu'il faut voir l'histoire de cette affaire. La corruption, jusqu'aux années 90, 2000, en France, les produits de la corruption étaient déductibles fiscalement. C'est-à-dire que les entreprises françaises pouvaient se permettre d'aller corrompre et venaient voir le fisc français et déclarer. Mais elle n'est pas appliquée. Moi, j'étais appliqué. Mais alors, c'est comme ça que pendant plus de 3 décennies, on a créé les conditions de la corruption en Afrique. Les Africains, avant les indépendants... Aujourd'hui, on est devant ce fait. Mais non, il faut bien faire l'histoire des choses. Il faut bien. Et Transparency ne fait pas... Pourquoi notre organisation ne pourrait pas, au temps T qui est celui d'aujourd'hui, agir? Effectivement, nous n'allons pas revenir sur tout ce qui s'est passé autrefois, mais nous ne sommes pas, comme je vous l'indique, les procureurs en France. Mais vous êtes des procureurs, vous avez cette attitude de procureur. Non, pas du tout. Nous avons eu cette affaire, nous avons souhaité qu'un éclaircissement soit fait. L'éclaircissement n'a pas été fait, nous avons donc déposé une plainte. Pourquoi les dirigeants africains? Nous n'avons pas les moyens. Tous les princes arabes qui ont des propriétés en France plus de 100 fois plus. Pourquoi? Je crois qu'il y a un petit complexe là qu'il faut enlever. Il n'y a aucun complexe. Nous ne pouvons pas enquêter sur les dirigeants africains. Et pourquoi parce pas que nous avons vu les faits en notre possession, c'est tout. Des oligarques russes sur la Côte d'Azur. Voilà donc, et on reçoit nos invités, Maître Jean de Dieu Momo. Bonsoir Maître Jean de Dieu Momo. Je rappelle que vous êtes avocat international, bien sûr, et d'ailleurs très connu, hein, et aussi homme politique, parce qu'il faut le préciser. Vous êtes donc le président national des Patriotes. Alors, bonsoir Maître. Bonsoir cher ami Bachir, bonsoir à mon copanéliste Yunus Fogat. Et bonsoir à Afrique Média, bonsoir à nos techniciens et bonsoir à tous nos milliards de téléspectateurs. Je suis heureux que vous m'ayez invité à discuter de cette affaire, une nouvelle affaire, encore une nouvelle affaire, hein, on va dire ça comme ça, encore une nouvelle affaire de bien mal acquis. C'est-à-dire que nous faisons face à un tir nourri de l'Occident contre l'Afrique, à une attaque en règle de l'Occident contre l'Afrique. Et je viens le documentaire que vous venez de passer, enfin l'interview là, le débat que vous avez passé et qui montre notre compatriote là qui se défend, bec et ongle, et qui se défend contre une femme qui connaît rien du tout. Oui. Parce qu'elle pense qu'elle fait de l'humanitaire, elle pense qu'elle a des idées préconçues, elle a des idées racistes qui sont enfouis dans son propre subconscient. Parce que en réalité, Sherpa, qui fait ses poursuites, qui engage ses poursuites avec William Bourdon, ce sont des racistes purs et durs qui dissimulent leur racisme derrière des actions soi-disant humanitaires. Ils font comme qu'ils ont pitié des peuples africains, mais on a vu qu'ils se constituent partie civile pour vouloir prendre les biens de ces Africains et les consommer là-bas. Ouais. On a vu qu'ils ont voulu dire que ces biens-là seront distraits par leur entreprise
ONG. On revient juste après. Accueillons l'UNUS Lorient Fogap également, membre de la société civile, président de la GEPA, cette ONG jeunesse panafricaine donc établie sur tout le continent. Bonsoir l'UNUS Fogap. Mon très cher frère Bachir, bonsoir. Je voudrais retourner mes salutations Maître Jean de Dieu Momo, mes interminables salutations à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Et comme je le dis depuis un certain temps, Bachir, les techniciens font un boulot remarquable. Et je voudrais les saluer et rappeler que ce sont eux en réalité qui font le vrai boulot pour leur raviver juste la vedette. Voilà. Merci, donc on leur ravive la vedette. Alors Maître Momo, vous étiez déjà lancé dans le débat. Et on a pu constater, parce que là on est parti, hein, c'est fini. Oui, allez, c'est clair, on y va. On a pu constater à travers cet élément, puisque nous parlons des biens mal acquis, et l'actu du jour, c'est que le Tchad est désormais dans le viseur. On s'est interrogé sur le fait que, pourquoi c'est seulement les pays africains qui sont toujours, pourquoi toutes les enquêtes sont diligentées vers les pays africains. Et là on vous pose donc la question. Et moi, la réponse est tout simple, c'est que dans la tête de ces gens-là, qui ont lu Jules Ferry, qui se sont nourris à la mamelle de Victor Hugo, qui se sont nourris, n'est-ce pas, à l'esprit de Alexis de Tocqueville, eh bien, ces gens-là sont, n'est-ce pas, les successeurs et même les contemporains de Adolf Hitler. Wow. Et oui, c'est clair et net, ils ne le disent pas, mais ils pensent que l'Afrique est un continent inférieur. Habité par des sous-hommes qu'il faut civiliser, entre guillemets. Donc, leur conception de l'Afrique, moi j'ai essayé de lire les plaintes de Bourdon, qui prétend être avocat, mais qui est un raciste de mon point de vue. Il dit que les biens de certains notables africains seraient au-dessus, n'est-ce pas, des avoirs qu'on serait attendu d'eux. C'est-à-dire que si on vous voit avec une belle voiture, immédiatement, on pense que vous êtes un voleur. Donc, vous devrez justifier. Oui, une maison. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de la difficulté à répondre à la simple question, pourquoi les Africains et pourquoi pas les Arabes? Pour les Arabes, ils ont le pétrodollar. Ils ont on a déjà. Paris, ils ont le pétrole. Et on leur a mis dans la tête que c'est normal qu'ils soient riches. Et que c'est normal que l'Afrique soit pauvre. Donc, un Africain riche, ce n'est pas normal. C'est étonnant. Essayons un peu de nous focaliser un peu sur le Tchad, Maître Momo. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces accusations sur le Tchad? Voyez-vous, ils ont d'abord tenté d'accuser le président Idriss Déby. Et ils l'ont accusé de corruption. Tout à fait. Avec cette affaire américaine. Donc, on n'a pas trouvé, il a justifié que... il avait les mains blanches, qu'il n'avait pas trempé dans une histoire de corruption. Il a dit, pour le paraphraser, je mets quiconque au défi de prouver. De prouver quoi que ce soit. Donc, ils sont incapables de prouver quoi que ce soit. De deux, on a fouillé dans toute la vie d'Idriss Déby. Il n'a pas un seul bien qu'on puisse à l'étranger. Il n'a absolument rien. Il a une tente. Il dort dans une tente. Il n'a même pas une maison en Djamena. Voyez-vous ça? Il n'a même pas une maison en Djamena. Il dort dans les tentes. Et donc, n'ayant rien trouvé à dire par rapport au président Idriss Déby et à sa propre famille, à la famille d'Idriss Déby, ils se sont attaqués à la femme. Ils disent qu'une des sœurs de la femme d'Idriss Déby aurait des biens au Canada. Une des sœurs aurait d'Idriss, une des sœurs d'Idriss Déby, de l'épouse du président tchadien, aurait des biens. Donc, ce n'est pas l'épouse du président. Ils disent que la sœur là doit, si elle a les biens, c'est forcément les biens mal acquis. Ces biens-là ne proviendraient que de la femme d'Idriss Déby. Une des sœurs, c'est pas, il y en a plusieurs. Alors, mais une a je ne sais pas si elle a ou pas. En tout cas, essayons d'écouter un peu la voix de la société civile, l'UNUS Fogap. Quel regard vous portez sur ces accusations? Parce que je voudrais insister sur le fait que je n'ai, en tout cas, de ma petite expérience de journaliste, je n'ai pas encore vu des enquêtes de ce genre diligentées vers un autre pays que l'Afrique. Alors, Bachir, pour comprendre cette histoire de bien mal acquis, il faut revenir en arrière. Nous sommes là en 1945. D'accord. Lors de la création de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies. Oui, l'ONU, oui. L'ONU. En réalité, c'était une organisation créée par 3 États qui combattaient l'Allemagne, c'est-à-dire que les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Alors, ils ont créé l'organisation, c'était au départ les Nations Unies.
Et puis, ils ont amené, c'est-à-dire, ils ont introduit tout le monde dans cette histoire et ils ont transformé ça en Organisation des Nations Unies. Alors, quand ils l'ont fait, ils ont aménagé, ils ont arrangé des choses. Ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui le FMI et la Banque mondiale. Et à côté de ça, ils ont créé des organisations telles que l'OMS. Bref, toutes les organisations qui sont affiliées, parmi lesquelles ces organisations dites internationales dont nous parlons aujourd'hui. Donc, le projet au départ était simple, et c'est le même projet, il n'a pas changé. C'est d'annihiler les velléités panafricanistes, les velléités souverainistes et indépendantistes de certains chefs d'État sur le continent. Ça veut dire que pour vous, ça explique le fait qu'il y ait aujourd'hui des attaques contre le Tchad, par exemple? Mais je dis, c'est une affaire savamment orchestrée, pensée et bien huilée. Je suis dans la démarche, j'y arrive. Donc, quand on pointe un monsieur comme le président Idriss Déby Itno, nous ne pouvons plus nier aujourd'hui les velléités panafricanistes du président Idriss Déby Itno. Vous avez vu la déclaration, vous avez entendu la déclaration du président Idriss Déby Itno sur les affaires du franc CFA. Il a été pratiquement le seul président qui a comment est-ce que je vais dire, sorti ce débat du tabou, parce que le débat sur le franc CFA est un débat tabou. Le président Idriss Déby Itno, du moins au niveau institutionnel. Au niveau institutionnel, il a mis ce débat sur la table et aujourd'hui tout le continent en parle du franc CFA. L'affaire des bases militaires, vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois, le président Idriss Déby Itno est sorti pour dire qu'il ne renouvelle plus cette histoire de bases militaires. On peut évoluer, on peut aller au Gabon. Vous avez vu le président Ali Bongo qui est arrivé au pouvoir par l'appui des Français. Mais à un moment donné, il a changé de direction. L'exportation des grumes, il a interdit. Vous avez suivi tout récemment l'affaire avec, comment est-ce que vous appelez, ou c'est Novella, ou c'est quoi pour... non, Veolia. Veolia. Et Veolia, avec le président Ali Bongo, qui a mis fin à cette histoire. On peut également aller jusqu'en Guinée équatoriale pour voir comment le président équato-guinéen a essayé tant bien que mal de bloquer la France sur un certain nombre de dossiers. On se souvient de l'affaire Orange et puis l'avion présidentiel. Exactement. Donc, au regard de tous ces éléments, vous vous rendez compte que la focalisation de la France sur les États de l'Afrique centrale au détriment des autres, de l'autre communauté, de l'autre sous-région, est une preuve de ce que ces chefs d'État se démarquent par rapport aux autres. Vous avez suivi, tout comme moi, l'élément avec la dame qui a essayé dans une gymnastique juridique négativement fertile de justifier l'injustifiable. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que Sherpa est victime? Pourquoi Sherpa se mêle des affaires qui concernent l'Afrique? Qu'est-ce que Sherpa réclame? Est-ce que Sherpa représente les populations équato-guinéennes? Alors, j'allais justement demander, est-ce que ces différentes populations ont mandaté l'organisation Sherpa de les défendre? Non, Bachir, c'est faux. Aucune organisation, personne n'a demandé à Sherpa d'aller défendre la Guinée équatoriale à Paris. Personne ne l'a fait. C'est-à-dire, la France, par exemple, est dans un processus c'est un processus de recolonisation. D'ailleurs, il faut le dire, c'est un processus de recolonisation du continent. Vous avez vu, quand on accable les chefs d'État de l'Afrique centrale, et on cajole ceux de l'Afrique de l'Ouest. Mais qu'est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas fait en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que Sherpa, pourquoi est-ce que Amnesty International, les arrestations, les tortures, les emprisonnements, pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas ça en Côte d'Ivoire? Je voudrais tout simplement préciser que dans ces nouvelles poursuites, il y a également le Sénégal et le Burkina Faso qui y sont pointés et bien sûr l'Algérie. C'est pour diluer, ils veulent diluer l'affaire parce qu'ils se sont rendus compte que les Africains sont en train de voir, de voir clair dans cette histoire. Il est donc question, 2 poids 2 mesures. Justement, c'est un 2 poids mesure, question de diluer un tout petit peu, c'est ça l'affaire. Alors, essayons, Maître Momo et Lunus, de nous retourner vers les téléspectateurs. Comme vous le savez, c'est l'émission des téléspectateurs. On leur donne la parole et on commence par, c'est Yao, me semble-t-il, Monsieur Yao, bien sûr, Monsieur Yao de France. Bonsoir, Monsieur Yao. Bienvenue à cette autre édition d'Appel sur le continent. On s'interroge, pourquoi toutes ces affaires de biens mal acquis ne concernent que les pays africains? Bonsoir mon très cher frère Bachir. Et je vous dis ceci. D'abord, je fais une requête. Je vous demande d'éviter M. François Degoué, le frère qui a mis
contre la dame. François Derouet, c'est un vrai Cameroun qui met le combat, qui commence le combat contre le français pas avec Louis. C'est un des intellectuels qui a passé le livre du professeur Nicolas Abou. Donc, pour le sommet, s'il vous plaît, évitez qu'il a beaucoup de choses à nous apporter. Voilà, je passe sur le débat du jour. Oui. Vous savez, moi, j'étais un ancien militant de Syrie. J'ai été membre du bureau exécutif et président du conseil d'administration. Et j'ai dirigé un groupe régional dans le midi de la France. C'est pour vous dire que moi, j'ai assisté à la création de cette histoire de Pierre Malaki. Ça a été mis en place par chef Syrie dans nos locaux 210 rue Saint-Martin dans le Marais à Paris. Au départ, mes chers frères, j'étais le seul à voter contre. J'ai à peu près un an, il y a 2 ans avant le décès François-Xavier Vercave. Il est arrivé après un autre frère tunisien qui m'a soutenu et que nous étions que 2 à voter contre cette histoire de Pierre Malaki. Vous savez, ça fait presque 15 ans de ça que nous avons qualifié de raciste. Non seulement ça, il n'y avait pas, il y avait aussi le président angolais, Dos Santos, qui était aussi dans la liste. Et puis, quand on continue, Idriss Déby a disparu. Et curieusement, ils l'ont remis encore dans la liste. Et c'est pour cela que je vous dis ceci, que ce soit Sherpa, et Syrie, moi Jésus. Les militants Sherpa, je vous dis la vérité, ils sont à peu près une quinzaine de personnes avec cet avocat William Bourdon qui travaillaient systématiquement contre l'Afrique. Ben, alors, Monsieur Yao, nous ne pouvons pas Monsieur Yao, c'est qu'on s'en prend. Est-ce que Monsieur Yao m'écoute? Chef d'État. Allô, Monsieur Yao. Je n'ai pas de retour, mon frère. Alors, est-ce que vous m'écoutez maintenant? Oui, je vous écoute. Très bien. Alors, est-ce que vous essayez de nous dire que même la genèse même de cette organisation Sherpa était déjà une sorte d'organisation créée pour s'acharner, si je puis utiliser ce terme, contre les Africains? Mais bien évidemment, mon très frère. Mais j'étais membre de bureau exécutif. Membre de bureau exécutif, quand on nous a amené ça, on nous a préparé cette affaire-là. On avait 2 choses à travailler. Il y a le Pierre Malaki et puis les paradis fiscaux. Oui. Bon, les paradis fiscaux, on a travaillé, c'était d'accord. Sinon, le Pierre Malaki, ça créait une vraie tension au sein de Syrie, c'est-à-dire de mon côté. Que je trouvais ça depuis à cette époque-là, moi je n'avais aucune acquaintance avec nos dirigeants parce que c'était à la mode à cette époque-là qu'il faut dénigrer les chefs d'État africains. Il y avait Paul Biya aussi des temps qu'il fallait dénigrer les chefs d'État. Moi j'ai eu vraiment de trucs approchants avec mon camarade, mon frère et le regretté François-Xavier Vercave. Donc moi je le savais parce que Sherpa, moi j'ai vu sa naissance, Sherpa. Mais moi, j'ai compris qu'il y a un côté, mais c'est inacceptable, incompréhensible. Et donc, j'ai vu tout de suite qu'il y a le Quai d'Orsay derrière. Parce que je ne peux pas militer j'étais dans une organisation qui ont constamment de rapports avec Hubert Védrine, avec le Quai d'Orsay. Quand on a besoin des informations, on va au Quai d'Orsay pour avoir des informations. À cette époque, moi j'ai refusé, et c'était la guerre, et puis c'était rajouté, et le problème de Côte d'Ivoire, et c'était le vrai problème, qu'ils ont voté une motion de censure contre moi, contre mon groupe. C'est pour vous dire à tel point que c'était vraiment difficile. Quand tu vois Sherpa et Syrie, c'est le faux nez. Vous savez, avant, Syrie perdait beaucoup de procès. Alors, puisque c'est un truc que Syrie ne peut pas faire,
Et donc, Sherpa s'en occupait très bien et qui est en appétence avec avec le Quai d'Orsay. Vraiment, mais c'est inacceptable. Moi, c'est pour ça que je n'accepte plus tous les peuples africains qui sont dans ces pays-là, qui sont en France, qui sont à l'étranger, qui organisent des marches, qui organisent des choses pour déstabiliser nos pays. Très bien. On ne peut pas imaginer que le président Idriss Déby, mais il n'a rien, ce brave homme. Très bien. Merci, M. Yao. On pourra revenir vers vous tout à l'heure. Le temps de prendre d'autres appelants. Alors, il faut noter, l'UNIS et Maître Momo, que M. Yao a travaillé. Il était membre du bureau exécutif de Sherpa. Il a démissionné quand il a vu comment ça se passait. D'accord. On revient vers vous tout à l'heure. Patrick Wangan est au bout du fil. Patrick, bonsoir. Ah, d'accord. C'est Patrick de Douala. Oui, merci. D'accord, Patrick. Vraiment, je ne sais pas. J'avais proposé quelque chose depuis. Dites-nous encore. Il fallait vraiment chasser ces gens seulement. Ils sont venus ici, c'est par contrat. Oui, je ne sais pas. Il fallait. Allô? Allez-y, Patrick. Vous êtes en direct. Nous, on vous écoute. Ok, d'accord. C'est ça que il fallait qu'on les chasse. On dit ONG. On peut prendre les ONG africaines. On chasse tous ces gens de contre ONG là. Je ne comprends pas que chaque fois qu'ils vont venir ici mettre de bordel. Il faut qu'on les chasse tous. Hein? Tout ça, chaque jour, on comprend. Son parent, ceci, de là. Mais il les reçoit même pourquoi? Il ne peut pas les porter peut-être aussi ici, là, on les prend. Ou bien, supposons, on fait même le contraire. Les sociétés françaises, est-ce qu'il y a les sociétés africaines en Europe? Il y a quoi en Europe qui est pour l'Afrique? Il y a les humains de là qu'on peut peut-être pour aussi faire nos apparts de masse là-bas. Tant qu'on est en train de faire la promesse de la location des maisons. Mais entre-temps, il vient maintenant commencer à faire. Vraiment, si même là-bas en Guinée, s'il gagne le procès là, on commence seulement à faire gagnant. Donc, les sociétés qui sont ici, on choisit. Pour eux qui sont là-bas, même les trucs qui sont là-bas, on laisse tout, on fait la comparaison. C'est ça qu'il faut faire. C'est parce que ça a discuté pour vraiment voir que ça m'énerve même. Ça m'énerve. C'est des trucs vraiment, il faut qu'on arrête. On arrête ça là. Les sociétés françaises qui sont ici, on arrache. On arrache. Donc, ils veulent faire la guerre, ils tuent encore les gens comme ils tuent. Ils veulent dégager ce guerre. On fait ça avec la guerre. On arrache toutes les sociétés, même tous les mandats qu'on signe là. Oui. Très bien. Merci, Patrick, pour votre appel depuis Douala au Cameroun. Et bien sûr, d'un Patrick à un autre, cette fois, on va en Allemagne. Bonsoir, Patrick. Bienvenue. Allô, Monsieur Kwangen. Bon, apparemment, il n'a pas le retour. Le temps de régler tout cela, on revient vers vous, maître. Bonsoir, mon frère Bachir. Ah, d'accord, ça c'est Nyamba Étienne de Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, c'est lui. Très bien, cher ami, on vous écoute. Bonsoir. Je salue tous les techniciens, tous ceux qui sont au standard. Je salue Maître Momo. Je salue le jeune frère Fogat. Et la vie continue. La vie continue. Voyez-vous, comme disait le jeune Patrice Safa, quand tu deviens un élève, un soumis, impoli, les Occidentaux t'en veulent. Et c'est le cas aujourd'hui de l'Afrique centrale. Est-ce que ce sont ces seuls chefs d'État-là qui ont des vies en Europe? Nous disons non. Mais plus c'est des gens, c'est des messieurs qui ne veulent pas s'incliner devant les Occidentaux, ils sont obligés de les emmerder. Et moi, je demande à Maître Momo, à ses pairs, de créer aussi des organisations, des ONG, pour qu'on puisse intenter des actions contre les Occidentaux qui ont des biens en Afrique. Ça, moi, je lui demande de faire un effort. Moi, je me rappelle bien dans mon village, en Côte d'Ivoire, il y avait un blanc, on l'appelait le pilier. Mais il avait créé une société de bois débité. Mais il prenait tous les bois qu'il amène en France et il a creusé des fosses où ces bois-là existent jusqu'à présent. Chez moi, il n'y a même plus de forêt. Voyez-vous, ça c'est des biens mal acquis également. Donc, moi, je demande à Maître Momo de créer des ONG pour qu'on puisse... Allô?
Vous êtes toujours là, on vous écoute. Vous demandez à Maître Momo de créer des ONG, oui? Oui, pour qu'on puisse poursuivre les Européens qui ont eu des biens mal acquis en Afrique. Très Ça, bien. c'est très important parce qu'on a les mêmes sections intelligentes, on a fait les mêmes écoles, les mêmes universités. Bon, M. Bachir, permettez-moi avec votre permission de dire quelque chose. Je vais parler à M. Afin Guessan. Je demande à M. Afin Guessan de laisser le pauvre Babo tranquille. Ça ne sert à rien d'en vouloir ce monsieur qui l'a fabriqué. Ceux qui vont aller voir Babo, là, ce sont des hommes, c'est des responsables. Mais lui qui vit aujourd'hui, là, qui le suit? Non, de grâce. Moi, je me demande si c'est ça son projet de gouvernement. Si c'est ça, il a échoué. Et moi, je lui dis quelque chose. S'il continue comme ça à détester ce pauvre monsieur qui a été bloqué à la CPI sans motif valable, mais lui, à fille, il ne sert à rien. Moi, je lui ai dit. Parce que même quand il aurait payé les babos, tu peux voter pour Afi. Mais avec la Ligue des choses, mais on préfère voter le RDR que de voter Afi Guessan, parce qu'au moins les gens du RDR, même s'ils n'ont pas aimé Babo, ils ne l'insultent pas, ils ne lui en veulent pas. Oh, lui, c'est très grave. Babo qu'on a fabriqué. Donc, je vous remercie. Merci Nyamba Etienne, à vous également pour l'appel depuis la Côte d'Ivoire. Maître Momo, c'est vrai que le téléspectateur vous a interpellé, mais peut-être c'est sans savoir que vous avez déjà mis cette ONG sur place, oui. Voilà, et les travaux sont en train de se faire. Oui, et Avocat d'Afrique est là, existe bien, et Avocat d'Afrique travaille justement dans ce sens. Avocat d'Afrique est déjà, ADAS est déjà intervenu à la Cour pénale internationale, justement, dans l'affaire de Laurent Gbagbo. Oui. Donc nous sommes là, effectivement, dans une affaire également contre Sarkozy, Alain Juppé, oui. et peut-être prochainement contre M. Bourdon. Ça avance. Ça alors, avance, et justement, parlant de Bourdon, Maître Momo, alors, pourquoi ne poursuit-il aucun dirigeant occidental? D'abord, il faut comprendre qu'il est dirigé par le racisme, mais pas la vengeance. Vengeance, pourquoi? Vengeance, il a créé son organisation dans les 2001. Et il a créé cette organisation après son échec, une tentative de s'enrichir en Guinée équatoriale. Il avait demandé un contrat en Guinée équatoriale. Il avait proposé au président Obiang-Nguema d'expertiser les sociétés pétrolières qui opérait en Guinée équatoriale. Oui. Mais le montant de sa facture était tellement élevé que la Guinée équatoriale avait décliné l'offre. Et donc, il est parti, et on n'est pas donc étonné que la première victime, n'est-ce pas, de son organisation soit la Guinée équatoriale. Oui, c'est un règlement de compte. Okay. D'accord. Et puis, il a créé une organisation qui est le bras avancé de la France, qui est lié directement au ministère des Affaires étrangères. Oui, on a écouté Yao, qui est d'ailleurs un des qui a été, oui, directeur, enfin, dans le bureau exécutif. Dans le bureau exécutif nous dire qu'ils prenaient leurs informations directement à partir du Quai d'Orsay. Exactement. Oui. Donc, c'est le bras avancé de la France pour déstabiliser les pays africains. Donc, les pays africains qui ne veulent pas obéir, on passe par les affaires étrangères, le Quai d'Orsay, qui passe par les ambassades locales, une ambassade locale, pour effectivement prendre à revers le pays qu'on veut attaquer. Et vous savez que les accusations de biens mal acquis sont pour le prédateur ce qu'est le ver au pêcheur. Le pêcheur qui met... Oui, c'est un appât. C'est un appât. C'est-à-dire que les accusations de biens mal acquis sont le char avancé de l'attaque. On masque. Parce qu'avec les biens mal acquis, en disant biens mal acquis, on va fédérer beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains qui sont mécontents contre leur régime. Et beaucoup d'opposants. C'est pour ça que eux, ils passent par des réfugiés africains en Europe, notamment dans le cas du Canada. Oui. Ils sont passés par un Tchadien qui est devenu québécois. Oui. Donc, ils passent par lui en se disant, ils greffent ça, puisque eux-mêmes ne peuvent pas porter plainte. Or, les associations ne portent plainte
que pour les membres, pour leurs membres. Or, aujourd'hui, c'est que dans l'intérêt de leurs membres, normalement. Oui. Et la Guinée équatoriale n'est pas membre de leur organisation. Oui. Et la Guinée équatoriale n'a pas commis, ou le Tchad n'a pas commis de préjudice contre leurs ressortissants, c'est-à-dire les membres de Sherpa. C'est pour cette raison que Sherpa est obligé de trouver les boucs émissaires. Comme j'ai dit, les Africains qui ont été formatés en Occident se comportent comme des Occidentaux et sont ce qu'on peut appeler le cheval de Troie pour attaquer les pays africains. Oui. Même certains opposants. Et pour comprendre ça, il faut être élevé, parce que moi-même, j'étais de ceux-là qui pensaient que quand les Amnesty International, les autres viennent vers moi, les ambassades nous invitent là, c'est pour vous sonder. Et il faut que les Camerounais sachent et que les Africains sachent que chaque fois que ces Occidentaux viennent vers vous, c'est pour que vous leur serviez de tremplin, de cheval de Troie pour s'attaquer. Voilà, pour s'attaquer à vous. Alors, Lunus Lorient Fogap, alors est-ce qu'il n'y a pas quand même, comme vous le disiez, dans cette démarche, une sorte de volonté néocolonisatrice? En fait, c'est de ça qu'il est question. On peut étaler son argumentaire, mais on doit revenir sur ça. C'est ça la question fondamentale. Je vous dis, nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a des élections là-bas. Le président Laurent Gbagbo gagne des élections. 2010-2011. 2010-2011. D'accord. Il est établi que c'est le président Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que la communauté internationale fait à travers ces ONG? On a monté un certain nombre de personnes pour les faux rapports. Vous avez vu avec les procès, les différents procès des résultats. Ces procès ont été fabriqués avec la complicité... Ah, vous parlez des procès-verbaux. Je parle des procès-verbaux, oui. Justement fabriqués avec la complicité des organisations sur le terrain. Donc vous voyez clairement que la France, puisqu'il s'agissait là d'une coalition franco-américano-onusienne, ils ont tout fait pour déposer, du moins pour amener ces ONG afin de tripoter un certain nombre de choses. Et Laurent Gbagbo se trouve où aujourd'hui? Il se trouve à La Haye. Donc vous comprenez à travers cette démarche que les ONG sur le continent n'ont qu'un seul but. Je le dis depuis, c'est un seul but: annihiler les velléités souverainistes des chefs d'État. On peut aller en Libye. Qu'est-ce que les ONG ont fait là-bas? Ils ont monté des gens venus de la Tunisie, de l'Égypte, avec des faciès un peu égyptiens, là. Comment est-ce que je vais dire? Libyens. Ils ont semé le bordel là-bas, ils ont pondu des rapports, et c'est sur la base de ces rapports, que la communauté internationale s'est invitée en Libye. Et aujourd'hui, Kadhafi n'est plus là. Kadhafi est mort. Il est clair aujourd'hui que, comment est-ce qu'on l'appelle, Nicolas Sarkozy a fortement participé dans l'assassinat du guide libyen. Est-ce qu'il est interpellé aujourd'hui? Les avocats d'Afrique travaillent d'ailleurs là-dessus. Voilà. Il est établi que ce sont les Américains qui ont attaqué l'Irak et ont assassiné Saddam Hussein. Quelle est l'enquête que les ONG dites internationales ont menée pour mettre un peu de l'ordre dans cette histoire? Nous pouvons parler également de Yasser Arafat. Il y a Vincent Bolloré et c'est là le véritable problème, Bachir. Je voudrais m'interroger. À qui profite le franc CFA? À qui profite le franc CFA? Est-ce que les organisations dites internationales ne voient pas cette souveraineté monétaire embrigadée par la France? Je dis près de 14 pays embrigadés par la France. Et donc pour vous, tout cela, c'est des biens mal acquis? Ce sont des biens mal acquis, Bachir. À qui profite l'uranium du Niger? Les populations du Mali sont celles... Le Mali est le pays le plus riche du monde, mais ces populations sont celles les plus pauvres du continent. Idem pour le Niger. La France n'a rien dans le monde, elle ne produit que du lait et du fromage, mais elle se permet de vendre l'uranium partout dans le monde. Nous pouvons étendre l'analyse au Congo. L'Est de la RDC est saccagé par les multinationales, on pille les ressources de ce pays. Ce sont des biens mal acquis. Les bases militaires qui violent les enfants, qui violent des mamans, qui assassinent nos parents et nos enfants sur le continent. Comment est-ce qu'on appelle ça?
Qu'est-ce qui explique le mutisme des organisations dites internationales face à ce désastre sur le continent? Je pense que les Africains doivent se réveiller. Je pense que les chefs d'État doivent faire une coalition. Les organisations de la société civile doivent se lever comme celle de Maître Jean de Dieumo et comme la nôtre aussi, pour essayer de faire des barricades contre ce processus de recolonisation qui ne cesse de se perpétrer sur le continent. Les chefs d'État doivent soutenir les organisations sur le continent, Bachir, parce qu'il faut le dire, ils ne soutiennent pas assez les organisations sur le continent. Monsieur Boudon n'a pas... Ce que Boudon fait n'est pas... comment est-ce que je veux dire ça? C'est pas difficile, les Africains peuvent aussi le faire. Monsieur Boudon n'est pas plus doué que les Africains. Nous pouvons aussi faire ce que Boudon fait. Nous savons le faire. Nous pouvons le faire. Donc les chefs d'État doivent nous donner l'opportunité de créer des organisations, de nous soutenir justement pour mettre des barricades face à ces impérialistes qui décidément ne veulent pas quitter l'Afrique, qui décidément veulent piller l'Afrique et la rendre néant. Très bien. Merci Lunis Lorient Fogap. Bonsoir Bachir. Ce que je vais dire à cette organisation qui nous aide, c'est qu'elle nous aide à retrouver notre argent, notamment l'argent de Moussa Traoré, de Léopold Sédar Senghor, de Lansana Conté, avec tout ce qu'ils ont déjà volé, pour ne citer que ceux-là. C'est Saw Abdoulaye qui nous écrit. Merci à vous de nous faire signe que vous suivez l'émission. Et d'autres qui nous suivent, c'est en Belgique. Nguessan nous appelle. Bonsoir, monsieur Nguessan. Oui, bonsoir, monsieur Bachir. Bonsoir à la famille panafricaine et panafricaniste. Eh bien, ça crachote très très fort. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. 5 sur 5. Nous, on a votre retour. Voilà. Donc, avant de commencer, je voudrais demander à monsieur Momo, ça c'est une question à lui, qui donne mandat à Sherpa de poursuivre, d'ouvrir des enquêtes et de poursuivre nos dirigeants. Ça fait un. Ou qui leur donne cette légitimité, qu'ils quittent leur France natale, qu'ils viennent comme s'ils sont chez eux en Afrique, et qu'ils viennent pondre des rapports, voire des poursuites sur le continent. De deux, je souhaiterais que nos dirigeants, en tout cas ceux qui sont visés actuellement pour l'instant d'abord, fassent des communiqués clairs et qu'ils fassent savoir le non-recevoir, qui n'ont pas la compétence de toute cette démarche qu'ils sont en train de mener, car ils ne se reconnaissent pas dans cette démarche-là. Au besoin, ce sera à la CEJ, jusqu'à peu du contraire, jusqu'à ce que on voie un peu la crédibilité de cette injustice-là. C'est une justice pour tout le monde sur l'affaire qui est en cours concernant la Guinée équatoriale. Voilà. C'est ce que je voudrais dire. Ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que des gens, un bon matin, se lèvent et décident de poursuivre des dirigeants? Y a-t-il eu des populations... Allô? Vous êtes 5 sur 5. Vous êtes toujours en ligne. Allez-y. Allez-y, allez-y. Allô? Oh là là. Nguessan a l'impression qu'on ne l'écoute pas, malheureusement. Alors, c'est pas grave. On va prendre un autre appel. Et je rappelle à nos téléspectateurs, nous avons votre retour très bien. Et donc, vous pouvez parler sans interruption. Jean nous appelle des États-Unis. Jean, bonsoir. Alors, merci Bachir. Je ne vous reçois pas à 5 sur 5 ici, mais je pense que vous me recevez comme vous venez de le dire. Oui. Et je vous remercie. Je remercie vos invités, Jean de Dieu Momo et puis Lunis Fogap, c'est ça, non? Oui, Lunis Fogap. Oui, et je vous salue. Merci. Vous faites un travail vraiment impeccable. Alors, j'appelle juste pour dire à Jean de Momo que le groupe est créé, comme on l'avait suggéré depuis longtemps, puis c'est fait. Et effectivement, ils sont en marche. Et avocats d'Afrique, que vous avez beaucoup de dossiers devant vous. Alors, pour cela, créer des cellules de sensibilisation des Africains, de la diaspora en Afrique, pour effectivement prendre conscience du travail que vous voulez faire. Parce que ces failles et ces consorts, c'est des voleurs qui pensent que c'est eux qui vont nous défendre. Alors qu'est-ce que sont les voleurs? Vous voyez? C'est-à-dire, nous devons les défier. C'est-à-dire,
Nous devons démontrer qu'ils sont minimes devant nous. Et c'est pourquoi je soutiens Jean de Dieu Momo, vraiment qu'il faut agrandir. Et il faut bien mûrir, huiler la machine, parce que l'Afrique est en marche. Vous voyez, ce que nous disons, nous dénonçons depuis longtemps, c'est pour éveiller la conscience des Africains, partout où nous sommes. Et même, le seul pays au monde qui crée la guerre, qui crée du désordre, c'est la France. Qui est soutenu par la puissance, mon pays ici, l'Amérique et autres. Regardez vous-même, quel autre pays dans ce monde qui s'exhibe, pense à me donner des leçons comme ça, autre que la France. Honte à eux. Et moi, je prie tous les jours le Dieu que j'adore, que la France soit démasquée, parce qu'il est diable. Non, c'est vrai. Vous voyez ce que Bachir, vous pouvez voir qu'effectivement, le pape François, il n'a pas encore été à Paris, en France. Pourquoi? Parce que il y a certains parmi ces hommes de Dieu qui sont vraiment des hommes de Dieu, qui luttent pour la justice. Vous voyez ce qu'il a, écoutez bien ce qu'il a dit, le pape François, depuis le 9 août, l'année dernière, le 9 novembre, octobre 2017. Il existe, c'est au cours d'une audience qu'il a dit ça, il existe dans notre inconscient collectif une devise, un principe. Il faut exploiter l'Afrique. Parce que, vous voyez, c'est ce qu'il a dit, parce qu'il dénonçait effectivement cette façon de faire des Européens, des Occidentaux, vis-à-vis de l'Afrique. Il dit non, plutôt il faut l'aider, il faut aider plutôt l'Afrique. Lui, c'est vrai, pas aider comme ça, mais il faut aider l'Afrique effectivement à acquérir certaines choses que eux ils ont, que les Africains n'ont pas, eux ils ont. Alors c'est pour vous dire que la lutte devant nous est vraiment grande. Et nous y arriverons. Nous sommes déjà là. Inch'Allah. Que Dieu vous bénisse. Merci Jean pour votre appel depuis les États-Unis. Et on prend un dernier pour cette série avant de revenir. Alors, qui nous appelle, Adrien? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est un appel du Gabon. Qui nous appelle? Jean-François de Libreville. Ah, Jean-François, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien, bienvenue à l'émission. Bonsoir. Bien, alors, je voulais faire une proposition par rapport à cette situation, comme Maître Momo, qui a déjà cette association des avocats d'Afrique. Est-ce qu'il ne peut pas prendre attache avec les Amazones, afin que les Amazones qui sont déjà constitués en association, pour porter, que nos pays aussi portent plainte à travers ces associations contre ces prédateurs qui sont en train de nous avilir. Voilà des associations déjà créées et qui ont déjà la conscience bien éveillée, par qui nous pouvons passer pour essayer de nous aussi maintenant prendre les choses en main. Parce qu'il vaut mieux prendre le taureau par les cornes. Eux, ils se croient qu'ils sont plus rusés, mais ils ne savent pas que nous aussi, nous avons des têtes pensantes et que nous avons aussi plus d'un tour dans notre sac pour les prendre à revers. Alors, nous aussi, nous avons la possibilité de porter plainte à travers des ONG. Nous avons déjà une comme les Amazones qui a manifesté pendant un bon bout de temps à Paris. Et afin que nous disons que voilà, on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Nous portons plainte contre ces prédateurs-là. Très bien. En tout voilà, cas... donc c'était mon intervention. Et je voulais aussi, Monsieur Bachir, j'ai tenté de vous croiser quand vous étiez pour la COPAC, là, ben, c'était pas possible. Ce n'est que partie remise, cher ami. On se retrouvera certainement dans les jours qui suivent. La mission n'est pas terminée. Nous reviendrons. Merci en tout cas. Alors, Maître Momo, des préoccupations. Il faut le dire, c'est vrai que nous parlons de ce sujet. Mais il y a une question d'un de nos téléspectateurs, qui, je crois c'est notre ami de la Côte d'Ivoire, qui dit, mais qui donne mandat à Sherpa? Sherpa n'a aucun mandat de personne. Comme je vous ai dit, ils œuvrent
comme n'importe quelle ONG. Et je pense que l'UNIS l'a rappelé ici, leurs ONG sont sponsorisées par les États, sont appuyées par des États. Ils ont des succursales. Ils peuvent se mouvoir. Tandis que les nôtres, nous travaillons avec, n'est-ce pas, nos membres, qui sont des volontaires, qui sont des panafricains, qui sont des personnes engagées et qui utilisent leurs propres fonds. Mais on ne peut pas aller bien loin avec cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer des succursales, on ne peut pas créer même des et dans ces cas, d'où leur vient donc leur légitimité? Non, là-bas, ils ont ce qu'on appelle des financements publics. Oui. Ils obtiennent des financements publics. Les ONG obtiennent, c'est légal, hein? Ils obtiennent un financement public qui est prévu et ils ont maintenant des financements occultes. Maintenant, ils ont aussi d'autres financements des mécènes. Les mécènes, ce sont des riches personnes, personnes physiques ou morales, hein, qui leur donnent de l'argent très régulièrement parce qu'ils disent qu'ils sont en mission civilisatrice en Afrique. Donc, quand vous dites que vous êtes... C'est ça, il y a une des publicités qui dit que donnons aux Sahéliens les moyens de leur développement. Oui. C'est comme ça qu'ils font leur publicité, donc pour aller demander de l'argent à des entreprises là-bas qui leur donnent de l'argent pour pouvoir... Ils montent un dossier de financement et disent, bon, je vais aller à Montréal faire des enquêtes sur les biens mal acquis. Oui. Voilà, j'ai un budget de, on va dire quoi, disons 50 000 euros. Et tout de suite, il m'en faut un peu plus pour la mission. Et il va trouver des gens qui vont lui donner 500 Et pourquoi ce n'est pas possible en Afrique? Parce que j'ai l'impression quand même que malgré la création, il y a des ONG. Il faut le dire, par exemple, les Amazones dont faisait allusion notre ami du Gabon, Jean-François d'ailleurs. Alors, c'est elles-mêmes qui se prennent en charge. Oui. Alors pourquoi au niveau de l'Afrique, on ne peut pas trouver des soutiens venant du plus haut sommet de l'État, pourquoi pas? Oui, on devrait pouvoir. Oui. On devrait pouvoir. Parce que, de toute façon, il faut dire aussi que nous sommes des experts. Oui. Nous avons des expertises qui peuvent se décliner en économie, en droit, etc. Ça veut dire qu'on peut vendre même nos services. Oui. On peut vendre, ça veut dire qu'on ne veut pas demander de l'argent gratuitement, on ne veut pas demander de l'argent pour travailler, mais on veut faire un échange de services. Oui. Avec que les États puissent nous donner des dossiers en sachant que l'argent qui sera payé à notre organisation va nous aider à implanter nos organisations. Mais en même temps, ils ont le rapport, ils ont le résultat, ils sont payés. Par exemple, un dossier judiciaire, nous pouvons le prendre, nous serons moins payés que les avocats occidentaux, mais les honoraires que nous aurons reçus nous permettront de faire vivre les ONG. Oui. Alors, et en même temps, nous rendons service quand même à la population. Voilà. C'est très important, l'UNISFOGAP. Alors, quand on revient sur cette affaire des biens mal, je rappelle à nos téléspectateurs d'ailleurs qu'ils auront, Manuel a cité tout à l'heure avec Maître Momo, président Bandakani et tous les autres, sur le même sujet. C'est pour ça que Maître Momo garde certains biscuits, ok? Ils vont découvrir cela tout à l'heure. Alors, quand on revient donc sur le sujet avec vous, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire face à ce genre d'organisation? Très bonne question, Bachir. Vous savez, dans ce combat que nous menons pour la libération de l'Afrique, deux thèses s'affrontent au niveau de la démarche. Il y a la thèse minimaliste qui estime qu'il faut aller tout doucement avec la ruse pour pouvoir vaincre. Il y a donc la thèse maximaliste qui estime qu'il faut opérer une rupture radicale avec les impérialistes. Et immédiate. Et oui, avec la France. Oh oui. Alors, moi, j'épouse la thèse radicaliste. Voyez-vous, Bachir, parce que jouer à la ruse avec la France, les Occidentaux, c'est comme construire un beau palais sur du sable mouvant. En vérité, ils sont plus rusés que nous. Donc, moi, je pense qu'il faut opérer une rupture radicale avec la France sur certains dossiers et aller vers la diversification des partenaires. Parce que c'est dans la diversification des partenaires, ou du moins dans la diversité des partenaires, qu'on parvient à avoir le bon partenaire. Vous avez vu, par exemple, la tournée de la Russie sur le continent africain. Oui. C'est une très belle chose. Cela n'a pas empêché, dans le cas, par exemple, de la RCA, que la même communauté internationale
remettre l'embargo sur la RCA dès qu'elle a vu que la Russie prenait les choses en main. Exactement. Oui. Là, ils ont constaté que la Russie, c'est le meilleur partenaire qui peut accompagner l'Afrique. Oui. Et c'est clair. Nous pouvons aller au Soudan. Le président Omar El-Béchi, depuis un certain temps, travaille avec les Russes. Oui. Ils sont en train d'installer là-bas, c'est presque fini déjà, ce qu'on appelle le nucléaire civil. Et quand on parle du nucléaire civil, on est à un pas du nucléaire militaire. Oui. Cela peut permettre au continent de parler fort. Cela peut permettre aux Africains de faire un certain nombre de choses, de réaliser un certain nombre de projets. Les Russes, industriels notamment, exactement. Exactement. Je dis, il y a également l'Algérie. Les Algériens travaillent avec les Russes. Et ils sont même en train de préparer un projet pour le lancement de leurs satellites. C'est parce qu'ils sont avec des Russes. Et je rappelle que les Russes, dans leur histoire, n'ont pas de passé colonial. Ils n'ont pas de passé colonial. Donc, c'est un partenaire fiable avec qui les chefs d'État qui veulent vraiment se libérer gagneraient mieux à travailler pour faire le poids contre la France, les États-Unis et l'Angleterre. Ça, c'est la première des choses. Et une autre chose est que, Bachir, les chefs d'État africains doivent être solidaires. Il y a cette solidarité, on prône cette solidarité, mais elle manque. Les chefs d'État doivent se réunir et parler d'une même voix sur un certain nombre de dossiers. Moi, je trouve quand même aberrant que l'avion d'un vice-président ou d'un président soit arrêté, je ne sais pas où, en France, en Suisse, et que personne ne s'insurge contre cela. Ça ne s'explique pas, c'est une incongruité, c'est incompréhensible, on ne conçoit pas ça. Donc les chefs d'État doivent parler d'une même voix pour les problèmes qui concernent l'Afrique. Les chefs d'État doivent parler d'une même voix quand leurs homologues présidents sont attaqués. Je pense que le panafricanisme, je le dis souvent, c'est de la solidarité et la complémentarité. Ce que la Guinée équatoriale a en termes de potentialité, le Tchad ne l'a pas forcément. Le Cameroun ne l'a pas. Donc il faut cette complémentarité, et cette complémentarité doit se faire sur tous les plans. C'est une complémentarité tous azimuts sur tous les plans. Donc il faut cette complémentarité. Et je pense que quand les chefs d'État auront compris la nécessité de faire ce joint venture, de faire cette fusion, cette synergie, je pense que ça sera là le nouveau départ pour le continent africain. Merci Lunis Lorient Fogap. Ce message qui nous vient de Pouakam Fokam et qui vous salue d'ailleurs et salue également Maître Momo. Il nous dit que ces multiples attaques contre les dirigeants de l'Afrique centrale renforcent au contraire leur légitimité à l'endroit de leur peuple. L'Europe historiquement est indéfendable, dit-il. Par conséquent, elle n'a aucun droit d'agir ainsi. Si le peuple français ne s'indigne pas publiquement, ils vont assumer le poids des actes de leur politique. C'est donc le message que nous envoie ce soir Pouakam Fokam depuis la ville de Bafoussam, c'est à l'ouest du Cameroun. Dzefak, bonsoir cher ami, vous êtes toujours à Montréal au Canada, on vous écoute. Oui Bachir, merci. Merci à nos deux panélistes étoiles qui nous font plaisir depuis tout à l'heure. Oui, Bachir, je n'ai pas le choix que de rester à Montréal. Vous avez organisé et vous avez décalé notre affaire. Donc, c'était juste une parenthèse. Mais étant donné que c'est partie remise, nous ferons des pieds et des mains pour que les choses aillent très bien. Tout à l'heure, notre frère Linus Fogap a dit que la France ne produit rien, la France produit juste le fromage. Notre frère Linus a oublié de dire que le fromage qui pue en plus. Bachir, j'aimerais ne pas m'étaler sur ce sujet de biens mal acquis parce que vous nous avez déjà beaucoup édifié et nous avons donné déjà beaucoup d'informations aux Africains et personnellement, j'ai un petit peu l'impression qu'on tourne en rond. Je m'explique. Ça fait quand même des mois, sinon des années, que nous étalons, nous allons chercher tous les détails possibles pour expliquer aux Africains et que vous aussi vous nous expliquez à nous quels sont tous les méandres, quels sont tous les éléments autour, les raisons de pourquoi ces gens ont instigé des affaires comme les biens mal acquis et autre chose. Vous nous étalez toutes les raisons possibles et c'est bien parce que c'est la répétition qui permet qu'on comprenne mieux certaines choses. Mais je vais ici faire une doléance que j'ai déjà faite par le passé.
Bachir, ce que vous nous instruisez, ce que vous nous donnez comme information sur la politique globale en général, c'est une bonne chose. Elle permet de comprendre, elle permet aux Africains, elle nous permet de mieux comprendre notre position dans le monde. Mais moi, je pense personnellement qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous, Bachir, et vous, toute l'équipe Afrique Média, vous pourrez un peu mettre un peu plus d'énergie pour que les Africains aient encore une vue plus globale et plus, plus correct sur ce que les Africains devraient avoir pour amorcer ce combat. Bachir, le combat va être long et il va être très long, le grand frère Bikoro le dit tout le temps. Et moi, j'ai l'impression personnellement que nous ne travaillons pas sur la bonne chose. La bonne chose étant de dire aux Africains quel a été leur passé. Nous passons beaucoup de temps à faire de la politique. Et le grand frère Banda dit toujours que nous ne pouvons pas gagner un combat si nous ne l'avons pas gagné spirituellement. Et nous savons que la spiritualité n'est autre chose que la science. Mais nous parlons beaucoup de politique, nous parlons beaucoup de ce qui se passe. Nous sommes beaucoup plus dans la réaction au lieu d'être dans l'action. Pour moi, l'action serait quoi? Ce serait d'éduquer les Africains sur qu'est-ce qui a été leur passé, sur qu'est-ce que les sciences, sur qu'est-ce que la spiritualité. Dernièrement, vous avez, Bachir, vous nous avez apporté de belles émissions, hein? Une émission qui passait sur les sciences et les physiques et tout ça, mais elle est très vite repassée de l'autre côté. Il y a quelques années ou il y a quelques mois, nous avions des émissions sur la spiritualité africaine. Nous avons des émissions de la Renaissance africaine, mais elles sont très vite repassées de l'autre côté. Pourtant, je pense, à mon humble avis, que vous et moi, nous savons tous que la base de notre éducation se trouve dans ces capsules-là. La spiritualité africaine, la renaissance africaine de notre grand frère Taïou qui affectionnait d'être un présentateur et que nous aussi nous aimions. Mais vous avez mis ces informations, vous avez mis ces capsules de côté. Je souhaite que notre grand frère, que notre recteur fasse des efforts pour faire revenir ces éléments-là. Parce que c'était la racine de notre combat que nous gagnons. J'ai l'impression que nous parlons de politique, nous parlons des biens mal acquis, mais que nous travaillons sur des feuilles, au lieu de rentrer travailler sur les racines et sur le tronc, pour que cet arbre-là meure enfin. Parce que si nous enlevons juste les feuilles de l'arbre, les feuilles repousseront la prochaine fois. Pourtant, si nous allons aux racines, que nous coupons les racines et que nous travaillons sur le tronc, nous aurons plus de résultats. J'espère avoir été compréhensif ou compréhensible et j'espère que notre recteur prendra nos doléances et de tous nos amis que nous avons à Montréal en compte pour que ces émissions-là reviennent. Merci à Afrique Média d'exister pour nous. Bonsoir. Merci Zefak et bonsoir à vous également. On va prendre le dernier appel, messieurs, et je viens vous donner chacun un dernier mot. Nous refermerons l'édition juste après. Alors, qui nous appelle? Le dernier appel de la soirée. Ah, c'est Yao de France qui revient, certainement pour quelques informations. Monsieur Yao, c'est à vous, on a 1 minute. Oui, voilà mon frère Bachir. Je voulais te donner quelques précisions. D'accord. Mais c'est-à-dire que, vous savez, j'ai été, comme je disais tout à l'heure, que j'ai été membre du conseil d'administration et membre du bureau exécutif de survie. Et que survie, on travaillait avec Sherpa. Donc, je n'ai jamais eu aucune sympathie à cette association qui menait, soi-disant, qui venait, soi-disant, un combat pour l'Afrique. Mais tout simplement, c'est des organisations tellement racistes et paternalistes. Et Sherpa, surtout le personnage de Willem Bourdon, que je n'avais aucune sympathie pour lui. Moi, j'ai été responsable de survie. D'accord. Et que Sherpa, quand vous voyez Sherpa, ils sont à peu près une dizaine d'adhérents. Et ces adhérents-là, ils sont presque tous membres de survie. Je voulais vous dire ceci. Mon simple témoignage, juste après les élections en France ici, j'ai eu la possibilité de rencontrer un candidat
du premier tour qui a demandé à me rencontrer. Vous savez ce qu'il m'a dit? Vous nous dites? Au sujet de Bien Malaki, il me dit ceci. Ce que vos présidents a fait, le président de Guinée a fait, c'est de renvoyer pur et simplement l'ambassadeur de France à Paris. Sans ça, mais vous ne vous en sortirez jamais. Il m'a toujours dit qu'il a toujours, ce qui manque aux dirigeants africains, lui en tant qu'homme politique et bon fonctionnaire de l'État français, que ce qui manque aux chefs d'État africains, c'est la solidarité et le courage. On devait, si on renvoyait l'ambassadeur de France à Paris, ces choses-là, cette affaire serait déjà réglée. Et je voulais dire encore ceci, et puis je vous laisse. Et vous savez, au départ, le Burkina Faso n'était pas dans la liste. C'était Compaoré. Ils ont rajouté Burkina Faso en ce moment pour noyer le poisson. Comme le disait tout à l'heure, exactement notre frère Linus Fogab. Oui. Burkina Faso, c'est insulter les Africains. Voilà ce que j'ai à te dire. Moi, j'ai vu la genèse de cette affaire. C'est véritablement une insulte. Très bien. J'ai fait la guerre contre eux. Ils ont voté de motions contre. J'étais censuré. Le bureau de survie. Ils ont voté de motions. Il n'y a pas de problème, Monsieur Yao. Monsieur Yao reviendra en tout cas tout à l'heure pour l'édition, donc face à l'actualité avec Manuela Siki. Adrien, vous me dites qu'il y a quelqu'un qui insiste, c'est ça? Je crois que c'est Patrick. D'accord. C'est vrai que tout à l'heure, on l'a pris, on ne l'écoutait pas. Alors, on va accorder aussi une minute à Patrick. Patrick Kouangueng, c'est à vous. Bonsoir, mon très cher frère Bachi. Bonsoir à tous les testateurs d'Afrique Média de par le monde. Bonsoir à tous les techniciens, les standardistes, ces braves hommes. Bonsoir particulier à M. Momo et un bonsoir très appuyé, très appuyé, même à la touche jeune que vous avez sur le plateau aujourd'hui, le président de la GEPA, M. Linus Fogab. Grand bonsoir à toi, mon cher ami. Donc, concernant le sujet que vous avez mis à l'ordre du jour, Bachi, je remercie déjà M. Yao de France pour le débit d'informations qu'il nous a donné. C'est très important de savoir cela. Alors, Bachi, qu'est-ce qui se passe? En effet, Bachi, tout ceci devrait nous amener à une chose. Parce qu'on passe beaucoup de temps à analyser les périphéries ou les conséquences. Mais en fait, le message qui est annoncé et en fait qui devait être le réflexe de tout État prudent et vigilant, ce serait que la zone CEMAC, comme un seul homme, soit solidaire et parle d'une seule voix pour se protéger les uns et autres. Parce qu'effectivement, tout est ciblé contre la zone CEMAC. Quand ce ne sera pas la Guinée, ce sera le Gabon. Quand ce n'est pas le Gabon, c'est le Tchad. Quand ce n'est pas le Tchad, c'est le Cameroun, et ainsi de suite. Donc faisons attention. En fait, tout cela, tous ces signaux devraient nous amener à comprendre que la solidarité est impérative. Parce que ces personnes-là, comme je l'ai souvent toujours dit, c'est en fait des niveaux de puissance dans la stratégie de soumission. Et ça ira crescendo. Ils ont beaucoup d'éléments pour nous nuire. Donc, il faudrait simplement que, dans l'unisson, dans la solidarité sous-régionale CEMAC, que ces chefs d'État se réveillent et d'une seule parole disent non. Et ne n'aillent même pas à cette truc de CIJ, Cour internationale de justice et autres. Ils ne sont pas obligés. S'ils sont unis, ils seront plus forts. Merci et bonne continuité à vous. Merci Patrick Kouangueng. Alors, il a été très bref, très précis. Le message était très bon. Je commence par vous, Linus, et on va respecter l'autorité de l'âge. C'est par là que nous sortons. Linus, c'est d'abord à vous. Un dernier mot. Bachir, mon dernier mot, c'est pour dire que ce sont les bienfaits de la science et du travail qui libèrent un peuple de l'obscurantisme et de la domination. Je pense qu'il y a une urgence de créer sur le continent africain des centres d'études stratégiques, d'analyse et d'anticipation. Le docteur Poué, que je salue, au passage, parlait du think tank. C'est-à-dire, on doit penser l'Afrique, on doit anticiper sur un certain nombre de choses. Et nous avons de la ressource humaine pour le faire. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Il y a des techniciens. Il y a plus de techniciens camerounais en Allemagne que nous n'avons sur le sol au Cameroun. Il y a plus d'ingénieurs équato-guinéens, je ne sais pas où, que nous avons en Guinée équatoriale. Donc il faut faire appel à cette diaspora-là sur le continent
pour développer, pour mettre leur savoir-faire afin de faire évoluer le continent. L'autre chose, Bachir, c'est qu'il faut apprendre à fabriquer des armes. C'est très, très important, c'est hyper important, comme le dit souvent le frère Patrick Wanguin. Parce que, voyez-vous, un petit pays, je vais le dire comme ça, entre guillemets, comme la Corée du Sud, je le prends souvent, ce pays en exemple. C'est un tout petit pays, mais je vous dis, ce pays tutoie les États-Unis. Ils tiennent tête aux États-Unis. C'est parce qu'ils sont allés apprendre, comme le disait François Bikoro, à lier le bois au bois et non au fer. Et aujourd'hui, ce pays tient tête aux États-Unis. Je pense que les Africains peuvent le faire. Nous savons le faire et nous pouvons le faire. Autre chose, Bachir, les chefs d'État doivent financer des organisations, des ONG sur le continent. Oui. C'est très important parce que vous voyez, quand Sherpa pond un petit rapport, et puis, bon, voilà, France 24, RFI et bien d'autres médias mainstream, ils attrapent ça et ils font ce qu'on appelle le vuvuzela médiatique. Et là, ça attrape le continent, tout le monde tombe, les chefs d'État sont à terre et tout. Il faut arrêter ça. Les chefs d'État doivent soutenir les ONG sur le continent et soutenir aussi et encore les médias africains comme le nôtre, Bachir. Oui. Vous avez vu le travail que nous avons fait sur le continent. C'est en train de marcher. Les chefs d'État changent, la mentalité des populations change. Il y a une conscience panafricaniste qui est née sur le continent. Et puis, je pense que les choses sont en train d'évoluer. Et Bachir, je vais donc sortir par l'unité, la solidarité et la complémentarité. Oui. Il faut l'unité du continent. Nous devons nous réunir. Très important. Et allez. Je vais donc dire pour sortir, Bachir, que il n'y a pas une chose que Kwame Nkrumah a dit, puisque moi je suis Nkrumahiste, il n'y a pas une seule chose que Nkrumah a dit si l'Afrique ne s'unissait pas, qu'il ne soit pas arrivé au continent africain. Donc nous devons nous unir, Bachir. Très bien, l'unité, très important. Maître Momo, le temps de vous retrouver aussi, hein, dans quelques minutes, dans 1 heure de temps en tout cas, avec Siki. D'abord, je tiens à dire que notre organisation, les avocats d'Afrique, mettent en place également un think tank. Oui. Et nous avions l'intention de nous retrouver en N'Djamena. Malheureusement, cela a été rapporté. Beaucoup ont cru voir dans ce report, la main de la France ou les mains des Occidentaux et des pressions contre Idriss Déby. Je voudrais rassurer qu'il n'en est rien, qu'en réalité, c'est parce que le calendrier des uns et des autres. C'est-à-dire que, disons que la rencontre a eu beaucoup d'échos et beaucoup de personnes ont tellement voulu y aller que la capacité d'accueil a dépassé les organisations. Et on a donc dû reporter. Et en même temps, il y a la visite du secrétaire d'État américain qui va aller au Tchad. Vous savez que le Tchad a eu Maya Party avec le gouvernement de Donald Trump. Oui. Et donc, le secrétaire d'État américain va aller Rex Tillerson, il y sera, je crois, à partir du 8. Entre le 8 et le 13 mars. Et donc, ça tombait à la période à laquelle nous allions organiser effectivement notre rencontre de N'Djamena. Oui. Ce qui fait donc, avec ce calendrier officiel du président Idriss Déby, et qui devait être le président hôte, il n'était plus possible d'organiser cela. Donc, d'où le report. Et ça, c'est pour assurer notre ami du Canada que ça sera fait et que ceux, effectivement, des panafricains qui n'avaient pas été invités et qu'on avait oubliés seront désormais là, parce qu'il y avait des personnes qu'on avait oubliées, n'est-ce pas, dans l'organisation, ils seront là à ce moment-là. Donc, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que Afrique Média permet, n'est-ce pas, d'être le vuvuzela, comme il dit, médiatique, panafricain. Nous devons avoir un vuvuzela panafricain qui puisse être le porte-voix de l'Afrique entière. Et donc, de ce point de vue, les chefs d'État ne soutiennent pas toujours les médias. Il faudrait songer à le faire. Parce que c'est grâce à la Russie que nous ne connaissions pas beaucoup et que nous ne connaissons pas toujours beaucoup. Parce que notre jeunesse connaît les États-Unis, connaît la France, plus que la Russie. Or, il faut dire que c'est la Russie qui nous a permis, n'est-ce pas, en nous prêtant son satellite, d'être vus dans le monde entier. Et le président, le PDG d'Afrique Média, c'est une indiscrétion que je vais peut-être faire,
a, au cours de son voyage à New York, rencontré le ministre des Affaires étrangères russe, avec lequel ils ont mis en place quelque chose. Je pense que, d'ailleurs, ils songent à aller en Russie bientôt. C'est en préparation. Délégation C'est en préparation. Pour pouvoir signer des accords avec la Russie, de telle manière que la Russie puisse effectivement nous permettre d'être vus dans le monde entier, sans que les Canal Plus puissent nous bloquer. Alors, vous savez que s'agissant de Canal Plus, il a eu près de 500 milliards de chiffre d'affaires rien qu'en Afrique. C'est-à-dire que... Des pertes. Voilà, rien qu'en Afrique. Non, il y a des gains, je veux dire, oui. C'est-à-dire qu'il gagne beaucoup d'argent en Afrique. Et il se permet de nous supprimer aux autres. Donc, il faut faire notre coopération avec la Russie et la renforcer davantage. Très bien. Et pour terminer sur Bourdon qui porte plainte, les avocats d'Afrique sont en train de monter un dossier pour porter plainte également en diffamation et en harcèlement judiciaire contre le Bourbon et Sherpa. Très bien, ça c'est très important. Merci à l'UNUS, merci à vous également, maître Momo Jean de Dieu. Nous saluons un téléspectateur très fidèle, c'est bien sûr le commandant Jesus Obiang Ejo Abeme depuis la Guinée équatoriale. Il nous suit en ce moment depuis Malabo. Nous lui disons bonsoir et surtout, comme c'est un sujet qui l'intéresse comme tous les autres téléspectateurs d'Afrique Média, ne zappez pas, puisque dans exactement 50 minutes, vous retrouverez sur ce plateau maître Momo, président Bandakani, et l'autre Momo Janvier également, Bertrand Tachinda, autour de Manuela Siquier pour la suite de cette analyse. Et là, ça sera encore plus en profondeur. À tout à l'heure avec eux. Et moi, je vous retrouve demain à partir de 20h, heure de Malabo, heure de Yaoundé, pour une édition spéciale. Ne la ratez pas. Nous parlons du Cameroun avec notamment, bien sûr, l'affaire Camtel. Et quand on sait que cette société, ses dirigeants en tout cas, se sont battus du mieux qu'ils pouvaient pour éviter la privatisation, le bras de fer qui les a également opposés à Orange au Cameroun. Et finalement, on apprend que ces dirigeants vont, en tout cas, seraient poursuivis par la justice camerounaise à travers certains réseaux. On en parlera, c'est demain à partir de... On en parlera, ne vous en faites pas. Ça va se faire. Allez, messieurs, on dit bonsoir. Ciao. L'Afrique Média veut libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une position internationale. Il faudrait qu'à l'international, qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée.